Ce que je vous propose, Eric, c'est de commencer par présenter votre parcours et votre aventure entrepreneuriale. Et suite à ça, je vous questionnerai donc sur le futur et les enjeux des crypto-monnaies. Donc je vais essayer de parler effectivement de mon parcours. Donc aujourd'hui j'ai 48 ans, donc parcours voilà, de plusieurs dizaines d'années puisque j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme en 1996, mais j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise en 95 et à l'époque c'était pas du tout quelque chose qui était commun, hein. On était une promo de peut-être 150 personnes, on a été que 3 à aller dans la création d'entreprise alors qu'aujourd'hui maintenant dans l'école d'ingénieur ou ailleurs, hein, c'est un peu... créer sa start-up, c'est vraiment quasiment un passage obligé. Par contre, à l'époque, tout le monde voulait aller dans les grands groupes. Et puis du reste, créer une entreprise, c'était pas simple du tout. On n'était pas du tout préparé à ça. On n'avait pas du tout de cours d'économie qui expliquaient comment on faisait. Donc voilà, quand j'ai créé en 95 la première entreprise, c'était vraiment, j'avais créé les statuts moi-même, j'avais dû tout faire moi-même. Donc c'était en soi une sacrée aventure. Et c'était le début d'Internet. Je m'étais dit avec un associé qui a fait la même école d'ingénieur que moi, à Marne-la-Vallée. On s'est dit, Internet, c'est en train de tout changer, il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dedans. On ne connaissait pas grand-chose, mais on a créé donc l'entreprise et puis on a commencé à chercher. On a accompagné un certain nombre de clients, des grands groupes, des petits groupes, finalement à faire des sites Internet, à les héberger, enfin des choses assez simples. On gagnait, on devait faire 50 000 francs, enfin 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On était contents, on se payait au SMIC et on travaillait beaucoup, mais on était heureux. Voilà, ça avait du mal un petit peu à décoller. Et en 98, on a eu l'idée de faire une nouvelle entreprise qui était plus basée finalement, aujourd'hui on appellerait ça un peu une fintech, c'est-à-dire d'aller monétiser du contenu, d'avoir des moyens de paiement. Et à l'époque, c'était très archaïque hein, pour pouvoir finalement encaisser une carte de crédit. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Mais nous, on avait par exemple acheté des terminals de paiement électronique qu'on avait ensuite connectés directement sur des ordinateurs et à la limite, on tapait les chiffres des cartes qu'on recevait parce qu'on ne pouvait pas connecter ça sur les serveurs. Donc c'était vraiment voilà, on essayait vraiment de se débrouiller, mais on a mis en place cette solution de monétisation de contenu. Et puis, on a développé aussi du contenu. Une première entreprise à faire ça. Ça a bien marché. On est monté à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la deuxième, troisième année. Donc, on a une croissance très forte. Et on a vendu cette entreprise à RentabiliWeb, qui est à l'époque, on l'a vendue en 2007. À l'époque, c'était vraiment l'entreprise qui fédérait vraiment tout le contenu, qui faisait pas mal de choses. Et ils étaient intéressés par notre technologie. Entre-temps, moi, donc j'ai de 98 à 2002, j'ai assuré la direction de cette entreprise, c'était le groupe Montorgueil. On n'était pas loin de la rue Montorgueil. Ensuite, je suis parti en Roumanie parce qu'à l'époque, on avait une plateforme offshore où il y avait des développeurs web, des graphistes, etc. qu'on embauchait. Et c'était un peu la mode hein, d'avoir ces plateformes offshore dans les pays de l'Est. Et donc, j'étais allé là-bas pour m'occuper de cette plateforme. Et puis, j'ai commencé à développer un peu des services qui n'avaient rien à voir dans l'immobilier, puisque en 2002-2003, on avait la possibilité d'acheter des terrains, de construire des trucs. Donc j'ai fait une chose un peu différente. Et je suis resté donc j'ai quitté mes fonctions de CEO du groupe Montorgueil pour pouvoir m'occuper un peu de ces investissements immobiliers. J'avais envie un peu de changer d'air. Je suis resté en Roumanie jusqu'en 2005, mais la vie sociale n'était pas terrible, surtout que j'étais dans les Carpates, en Transylvanie. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à part faire du snowboard. C'est sympa déjà. Mais c'était très sympa. Mais bon, voilà, je tournais un peu en rond et j'ai décidé d'aller tenter ma chance ailleurs, de recommencer une aventure. Et je suis allé à Riga, en Lettonie, donc en Europe centrale, les pays baltes. À l'époque, pourquoi là-bas? Parce que les pays baltes, on appelait ça les tigres baltes, c'était en 2005, avaient une croissance du PIB de 10% annuel. C'était vraiment la folie, c'était un peu des nouveaux, ces pays qu'on ne connaissait pas, hein, puisqu'ils viennent de l'éclatement du bloc soviétique. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'opportunités là-bas, et donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allé. Et j'ai créé une entreprise. À la base, je voulais faire de l'IT, mais j'ai vite compris que le pays était assez petit. Il n'y avait que 2 millions d'habitants, donc j'irais pas loin. Et je suis retombé dans l'immobilier, j'ai fait des opérations. Et à un moment, un peu par hasard, je me suis mis à faire un hôtel qui s'appelle le Dodo Hotel, qui est un hôtel qui existe toujours, de plus d'une centaine de chambres. On a fait tous les plans, tout le design. J'ai trouvé un associé français là-bas.
Et on l'a développé, il a ouvert en 2008. Pendant qu'on faisait la construction, je m'ennuyais un peu et donc j'ai commencé un peu à traîner mes guêtres dans des casinos à Riga et j'ai découvert le poker. Donc il y a un jeu de cartes que tout le monde connaît. Je l'ai découvert un peu par hasard et j'étais un peu piqué par le jeu on va dire de 2008 à 2010, j'ai eu une sorte de championnat d'Europe, les championnats du monde. Donc j'ai passé pas mal de temps dans cet univers-là et j'ai appris beaucoup sur la nature humaine parce que c'est un sport, bon, on appelle ça un sport, mais même si on reste assis quand même, mais c'est le sport assis le plus violent que je connaisse, hein, le poker. Je suppose qu'on ne voit pas que les bons côtés de la nature humaine. Non, tout à fait, mais en tout cas on apprend à les comprendre et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas à bluffer, gérer le risque. En fait, il y a pas mal de parallèles entre l'entrepreneuriat, je trouve, et le jeu de poker qui est... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est quand même très complexe, même si à la base les règles sont simples. On dit on peut apprendre les règles en 5 minutes, mais il faut une vie en fait pour comprendre le jeu. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2010. Ensuite, je suis rentré à Paris. L'hôtel a continué d'exister. Bon, il existe toujours. Il a eu ses hauts, ses bas. Pas mal traversé de crises, non celle du Covid aussi. Mais bon, l'hôtel est toujours là. Mais c'est une expérience très enrichissante. Je suis rentré à Paris en 2010 et là, j'ai refait de l'IT. J'ai créé en fait une application de comparateur de prix qui s'appelait Prixing. On scannait des codes barres en fait avec son téléphone. C'était le début des apps et je me suis dit qu'on rebattait les cartes des startups parce que on va dire de 2005 à 2010, il ne se passait pas grand-chose dans l'écosystème startup, c'était des consolidations. Et là, avec iOS, Android, les apps, boum, à nouveau, tout s'est mis à exploser, le capital risque, etc. s'est développé. C'est en France aussi, on a commencé à voir les prémices de la French Tech. Donc, je me suis associé avec Thomas France, hein, dont je reparlerai tout à l'heure, parce que je cherchais un associé, je l'ai rencontré, et on a créé Prixing en 2010. On l'a développé jusqu'en 2015, je pense, dans l'équipe, mais je me suis dit que j'allais avoir du mal en fait à transformer ça en vraiment une grande entreprise, à scaler, à faire un grand truc, et que j'allais peut-être passer des années finalement à stagner, même si le projet était intéressant. Et donc on a décidé de le vendre, après avoir levé des fonds, et on l'a vendu. Et finalement, ce qu'on a vendu, c'est pas l'entreprise, mais le produit lui-même, le fonds de commerce. On a vraiment vendu l'entreprise. Donc c'est comme si j'avais fait une levée de fonds, mais sans objet. C'est-à-dire que j'ai juste récupéré de l'argent et j'avais des ingénieurs et tout un boulevard en fait devant moi. Ça, c'était à 2013 et c'est à ce moment-là où j'ai croisé la route du Bitcoin, que je ne connaissais absolument pas avant. Je l'avais déjà vu, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque et trucs, je comprends rien. Et là, je me dis ok, j'ai le temps. Le Bitcoin, la blockchain, le mining, enfin toutes les technologies qui sont autour. J'ai passé une semaine à lire tout ce que je pouvais et à un moment, j'ai fini par comprendre, parce que c'est quand même assez compliqué, il faut vraiment apprendre, oublier un petit peu ce que l'on sait et réapprendre finalement ce qu'est la monnaie et se poser des vraies questions économiques. Et quand finalement ça a fini par cliquer, je me suis dit que là, il y avait un truc incroyable. J'avais vécu comment Internet avait modifié finalement la manière dont on communique. Et là, je me suis dit, et donc c'était le coup de foudre, je me suis dit, je dois absolument consacrer les prochaines années de ma vie au Bitcoin. Et ça tombait bien, j'avais de l'argent, des moyens, mais je ne savais pas quoi faire exactement, parce que là, on ne peut pas faire semblant dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie, il y a quand même des bases technologiques qui sont extrêmement fortes, donc on ne peut pas juste, je fais une app, un machin, un truc. Est-ce que vos études d'ingénieur vous ont un petit peu aidé? Alors bien sûr, ça m'a aidé, parce que j'étais capable de comprendre un petit peu tout ça, mais j'ai bien vu quand même mes limites, et donc je savais que je n'aurais pas, moi, la capacité de faire un truc incroyable tout seul. Bon, j'avais des bons ingénieurs, mais je me disais, comme je ne savais pas quoi faire, avec Thomas, donc qui était toujours là, on s'est dit, ah tiens, on va faire une approche différente, horizontale. On sait qu'il faut aller sur le Bitcoin, mais on n'a pas d'idée particulière. Donc on va ouvrir la maison du Bitcoin. Donc le business model de la maison du Bitcoin, c'était on verra bien, on espère qu'il va se passer quelque chose. On avait les développeurs, les entrepreneurs, les passionnés allaient pouvoir se réunir et échanger autour du Bitcoin. On espérait que ça allait pouvoir faire des étincelles. Et ça a marché, puisque c'est comme ça que Ledger est né, avec la maison du Bitcoin, dans laquelle on avait
Oui, en face du NUMA, dans le 2e arrondissement, rue du Caire. Et puis les gens rentraient, ils ne savaient pas trop pourquoi on était là, ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'on était financé par la mairie de Paris, parce que finalement le truc n'avait aucun sens d'un point de vue business model. Et j'ai dû expliquer en fait le Bitcoin et le mining, et la blockchain à des centaines de personnes. Donc ça a ouvert en 2014. Du coup, on a pu un peu prendre position sur le terrain du Bitcoin, parce qu'il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup d'acteurs. Et on a croisé la route d'autres entrepreneurs qui avaient des projets dans le Bitcoin. Et donc 2 entreprises, une qui s'appelait Chronocoin, qui vendait des Bitcoins par la poste. En fait, ils envoyaient les Bitcoins par la poste et ils étaient basés à Vierzon, ce qui est une coïncidence sympa, parce que moi, je venais aussi de cette ville que personne ne connaît, mais du coup, ça avait une coïncidence. En Sologne. En Sologne. Une autre entreprise qui s'appelait BT Chip, qui faisait de la carte à puce et qui sécurisait donc les clés privées des bitcoins. Quand on possède des crypto-monnaies, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée, c'est une information, et donc il faut la sécuriser. Et donc, il venait de l'univers de la carte à puce. Carte à puce, c'est ce qu'on retrouve dans les cartes de crédit, les passeports. Donc c'est quelque chose qui est très français, une technologie française. Et ils avaient commencé à adapter ça à l'univers du Bitcoin. Mais c'était extrêmement complexe. Il fallait se connecter en ligne de commande pour les utiliser. Enfin, c'était affreux. Par contre, il y avait une technologie vraiment forte. Et finalement, on a commencé un peu tous ces 3 à travailler ensemble. On a fait des hackathons, on a vu que ça marchait. On s'entendait bien, on était 9 en total en prenant finalement les associés de ces entreprises. En fait, on était 8, je pense. Et en fait, c'était en mi-2014, on s'est dit, tiens, on partage cette vision que finalement, déjà, le Bitcoin, la blockchain, les autres crypto-monnaies vont devenir énormes. On va avoir besoin de sécuriser la notion d'infrastructure de sécurité, c'est quelque chose d'évident. Et on a une technologie qui est française, qu'on va pouvoir proposer dans le monde entier. Donc pour une fois, être français, ça ne va pas être un handicap. On va être capable d'exporter avec de la légitimité notre solution. Et donc l'aventure a continué pendant 7 ans. À un moment, la maison du Bitcoin a été... En 2018, 2017, 2018, on a fait ce qu'on appelle un spin-off, parce que la maison du Bitcoin continuait de vendre en fait des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est devenu CoinHouse et c'est une entreprise, ce sont maintenant 2 entreprises indépendantes. Et donc, CoinHouse aujourd'hui continue de suivre aussi son aventure en tant que comptoir d'échange, un broker de crypto-monnaies. Et Ledger a fait 3 levées de fonds, enfin 4 levées de fonds maintenant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Enfin, ça a été 7 ans vraiment assez incroyables. J'ai gardé la direction de Ledger jusqu'en 2019. Et ensuite, j'ai cédé en fait mon poste de CEO à Pascal Gauthier, qui était un des premiers investisseurs dans Ledger, qui avant était aussi chez Criteo, une des premières licornes françaises, qui ensuite s'est introduite en bourse et donc qui n'est plus une licorne. Et donc, lui avait vraiment cette capacité de pouvoir faire passer l'entreprise à un autre niveau. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu effacé, que je lui ai proposé de prendre la suite. Et ça a fonctionné puisque on vient de réaliser effectivement une énorme levée de fonds, 380 millions de dollars. Et l'entreprise est évidemment rentable et ça fonctionne très très bien. Et les perspectives d'avenir sont très fortes. Donc c'est vraiment une très très belle réussite pour Ledger. Et voilà, j'en suis fier. Et bravo, c'est vous pouvez. Beau parcours. Oui. Je suis content du parcours que j'ai pu avoir. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis plus opérationnel chez Ledger pour pouvoir conseiller et aider d'autres entrepreneurs. Donc j'ai fait plus d'une vingtaine d'investissements en tant que business angel. J'avais aussi participé à l'émission sur M6 Qui veut être mon associé, dont on a tourné une 2e saison. Et donc voilà, peut-être à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, on pourra la voir sur M6. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'aider d'autres entrepreneurs, de leur faire profiter de l'expérience que j'ai pu acquérir avec Ledger et mes autres. Peut-être dans des nouveaux projets où je pense que oui, c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel pour un entrepreneur. Alors, après, il y a différents styles d'entrepreneurs. Donc, je veux dire, il n'y a pas que, faut pas tout le temps se jeter en disant voilà, etc. Oui. Mais en tout cas, moi, c'est effectivement mon style. J'aime aller sur des sujets qui ne sont pas forcément populaires, aller défricher un petit peu. Et je pense que c'est là où j'ai une valeur ajoutée, c'est pouvoir aller trouver des choses un petit peu nouvelles et les faire sortir de terre. Et du reste aussi, dans les investissements que je fais, j'aime aussi aller sur des choses que je connais pas, parce que c'est un vrai plaisir aussi de découvrir des nouveaux marchés. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement,
les recettes, l'expérience que j'ai. Quel que soit l'univers dans lequel on va se trouver, il y a toujours quelque chose qui va fonctionner. Et c'est ça qui est assez intéressant de pouvoir aller du coup piocher dans plein d'univers différents tout en ayant une base qui peut être utile.